Attention, ce livre est une fiction. LGDV, la guerre des vieux. Épisode 8 du livre 2. Jour 55, il a encore fait des siennes. Au jour 62, nouvelle voiture et scandale dévoilé. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Partagez ce contenu avec vos amis ainsi qu'avec votre famille. Bonne écoute et visionnage à vous. Jour 55. Il a encore fait des siennes. Cette fois-ci, il est revenu plein de terre, debout. Il a été trop loin. Je dormais paisiblement, Archie dans mes bras. J'avais un peu levé le pied, profitant de chaque moment de la journée en la présence de cette femme. Quand j'ai entendu une voiture arriver dans la cour de la maison d'Anne, j'ai tout simplement bondi du lit, croyant que ma fin était proche. Je suis resté bloqué à la fenêtre, jusqu'à finir par comprendre que c'était la voiture d'Amine. Je me suis tout de même vêtu et je suis sorti précipitamment avant même qu'Amine ait le temps de venir frapper à la porte. Archie ayant été également surprise par l'arrivée d'un véhicule en pleine nuit dans cet endroit isolé, je l'ai rassuré en lui indiquant que c'était mon ami, que je rentrerais d'ici 1 heure. Au moment où Amine allait s'acharner à toquer sur la porte d'entrée, j'ai ouvert. Il a été effrayé, mais il allait me rendre l'appareil. Affolé, il m'a demandé de le suivre. Il a ouvert son coffre. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu un mouvement de recul et d'effroi. Il avait réussi à me faire peur. J'avais les yeux écarquillés, je n'en revenais pas. J'ai basculé la tête sur le côté pour me mettre à vomir. Quand j'ai levé la tête, que mes yeux se sont dirigés vers la maison, la fenêtre de la chambre, j'ai vu le rideau de la fenêtre se refermer. Archie avait vu ma réaction quand Amine avait ouvert le coffre de sa voiture. J'avais intérêt à trouver une bonne excuse pour justifier la venue d'Amine à une heure si tardive et mon changement de couleur à la vue d'un cadavre dans le coffre. La vue morbide d'Anne, en décomposition, m'a dégoûté au plus haut point. Il a refermé le coffre et sans un mot, je suis monté côté passager. Je n'avais pas la force de crier et je lui ai calmement demandé pourquoi il avait déterré le corps d'Anne. Amine m'a répondu que c'était pour vérifier mes dires et ceux de Natalia. Maintenant, il me tenait responsable de ses actes morbides. Je lui ai dit le plus calmement possible qu'il fallait qu'il arrête d'entreposer des corps vivants ou sans vie dans le coffre de son automobile. Entre Archie, le journaliste, et maintenant Anne, il fallait qu'il se calme. Il m'a répondu tout tremblant que les organes d'Anne avaient été prélevés, que Natalia nous avait dit la vérité. Je l'ai rassuré en insistant que nous allions arranger les choses, qu'il fallait me faire confiance. En attendant, nous devions remettre en terre le corps sans vie d'Anne et respecter son repos éternel. Il a hoché la tête, il avait les yeux rouges. Quand nous sommes arrivés devant le cimetière, non sans mal, nous avons sorti le corps inerte d'Anne du coffre, nous avons emprunté une brouette pour déplacer le corps. Avant de la charger, Amine m'a clairement montré que sur le tronc d'Anne se trouvaient des entrailles recousues, faisant clairement penser à un prélèvement d'organes. À mon tour, j'ai hoché la tête, montrant mon approbation par rapport à ces affirmations. Nous avons replacé le corps de la défunte à sa place et chacun notre tour, en se relayant avec la pelle, nous avons de nouveau enterré le corps d'Anne. Amine, encore lucide pendant le trajet du retour, comprenait maintenant pourquoi le médecin qui avait déclaré le décès d'Anne insistait fortement pour que cette dernière se fasse incinérer. C'était le meilleur moyen de dissimuler ce prélèvement d'organes. Heureusement qu'Amine s'y était opposé. Quand j'ai demandé à mon chauffeur quel était le nom du docteur, il s'en rappelait encore. Nous nous sommes dirigés vers le domicile d'Amine, nous avons stationné le véhicule dans son garage. Nous étions couverts de boue. Le soleil venait de se lever. Il fallait rapidement quitter les lieux avant de nous faire voir ou attraper par quelqu'un. Il nous fallait nous nettoyer et s'occuper de la voiture d'Amine afin d'effacer toute trace de son acte de déterrement et de déplacement de corps. Après une bonne douche et un nettoyage de l'intérieur ainsi que de l'extérieur de la voiture, nous sommes passés au café du commerce. Nous étions épuisés. J'avais acheté des croissants pour Archie. Après 1 heure d'échange, j'ai demandé à Amine de me déposer à l'ancienne maison d'Anne. Je portais des vêtements de mon ami car les miens étaient pleins de terre et ils avaient fini dans la machine à laver d'Amine. Heureusement que je possède des affaires de rechange chez Anne car je me sens un peu à l'étroit dans les tenues d'Amine. Il était un peu tard pour un petit déjeuner, mais je rejoins Archie à 11h30, croissant à la main.
Quand je suis arrivé sur place, que je n'ai pas vu son visage souriant m'accueillir, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai demandé à Amine de m'attendre quelques minutes. Je sentais mon cœur battre très fort, mais cela n'était pas pour les mêmes raisons que d'habitude. Quand je suis entré dans l'habitation, une lettre était posée sur le coin de la table. Je suis sorti en courant et j'ai demandé à mon conducteur de foncer vers la gare ferroviaire la plus proche. La lettre à la main, je ne pensais qu'une chose: empêcher Archie de s'éloigner de moi, quitte à arrêter mon implication pour LGDV. À force de rouler vite, je peux avouer qu'Amine est devenu un vrai pilote. Nous sommes arrivés à la gare trop tard. Le train était déjà parti depuis 45 minutes. J'étais complètement désarçonné, impuissant face à cette situation. Amine a tenté de me réconforter, et je peux dire qu'il a réussi à trouver les arguments pour me remonter le moral et pour me faire retrouver l'esprit. Nous nous sommes retrouvés attablés à un restaurant. Je ne me rappelle même pas avoir commandé mon repas, ma tête coincée entre mes deux mains. Je crois que c'est mon ami qui a commandé pour moi. Posément, il m'a demandé si je voulais lire la lettre qu'Archie m'avait écrite. C'est ce que j'ai fait. En gros, la lettre disait qu'Archie était partie parce qu'elle ne risquait plus rien. Elle m'a remercié de l'avoir aidé et secouru, mais maintenant, la concernant, le danger était écarté. Elle a avoué avoir peur pour moi, de mon comportement, de mon attitude, de mes actions pour LGDV. Par contre, elle sait que je fais cela pour notre bien à tous. En peu de temps, elle s'était accrochée à moi et elle souhaite me revoir, mais vivant. Dans ce courrier, je retrouve ses coordonnées. Elle me dit vouloir m'attendre le temps qu'il faudra, mais elle voulait me revoir vivant. Elle avait insisté 2 fois sur ce point. Cela n'allait pas être facile, mais c'était pour moi une motivation de plus pour rester en vie. Jour 56. Médecin crucifié. Nous n'avons pas perdu de temps. Nous n'avons même pas pris la peine de prévenir l'économiste. Nous sommes passés à l'action. Visage caché, nous sommes entrés dans l'hôpital par les urgences. Nous nous sommes dirigés un peu au hasard dans l'établissement. Quand j'ai vu le visage d'Amine changer et son regard devenir noir, j'ai compris qu'il avait reconnu le médecin. Amine l'a violemment agrippé alors que ce dernier paraissait prélever d'autres organes à une personne décédée naturellement ou pas. Le médecin n'a pas eu le temps de réagir et n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait. Je pense que si je n'étais pas intervenu à temps, ce dernier serait mort sous les coups de mon acolyte. Amine a tout pris en main. Il m'a demandé de l'aider à déplacer le corps sans vie de la table d'opération vers un chariot. Ensuite, il m'a demandé de porter le corps évanoui du médecin. Il était entre 2h et 3h du matin. Nous avons attaché le chirurgien, les bras et les jambes en forme de croix. Quand j'ai vu Amine prendre un scalpel et l'approcher de la jugulaire de cet homme, j'ai paniqué et je demandais à mon fidèle camarade de ne pas faire l'imbécile. Le médecin s'était fait pipi dessus. Amine a eu un moment de retour à la raison. Il m'a fixé droit dans les yeux et m'a tendu un hyperphone. Il m'a demandé de filmer la scène et de passer d'un plan large à un plan court. Il voulait que je le prenne en vidéo, visage caché, faisant avouer au chirurgien qu'il réalise de manière illégale du prélèvement d'organes sur les personnes âgées. Sur le coup, je n'ai pas réagi, mais l'hyperphone était volé. La question qui se pose est de savoir à qui appartenait cet objet de communication. Amine a insisté pour que je zoome le corps sans vie de la personne décédée, afin de justifier les dires du médecin attaché, crucifié sur la table d'opération. Notre vidéo a été interrompue par du personnel hospitalier entrant dans la pièce. Comme 2 enfants pris en faute, nous avons pris la fuite, profitant du moment pour bousculer les personnes qui se trouvaient sur notre chemin. Nous avons mis un coup de gaz paralysant dans le couloir afin de ne pas être poursuivis par des personnes qui voudraient passer pour des héros. Quand nous avons rejoint le véhicule, mon copain m'a pris l'hyperphone des mains. J'ai vu Amine envoyer la vidéo sur ce qui semble être le numéro de téléphone de notre contact, le journaliste. Quelques secondes après, le téléphone s'est mis à vibrer sans cesse. Je crois qu'Arthur, le journaliste, voulait des explications. J'ai fini par décrocher. J'ai placé ma cagoule devant ma bouche pour tenter de cacher ma voix. J'ai signalé que le film montrait clairement la preuve que des personnes malveillantes, des médecins, volent des organes aux anciens. J'ai insisté sur le fait qu'il fallait qu'il remonte à 2 mois en arrière et qu'il recense toutes les personnes décédées et surtout les personnes touchées par LGDV. En fait, je n'avais aucune preuve de ce que j'avançais. En attendant, le journaliste était très à l'écoute. Sans le savoir, je passais à l'antenne.
Mon échange était en train de passer en direct sur l'émission de ce journaliste qu'il enregistrait pour le lendemain. J'ai fini par raccrocher. Dans la foulée, j'ai demandé à Amine où il avait trouvé le mobile. Il m'a répondu le plus simplement possible qu'il l'avait dérobé à une personne qu'il avait laissé sur la table d'un café. Et quand je lui ai demandé comment il savait que le chirurgien était présent à l'hôpital, il m'a naïvement répondu qu'il n'en savait rien, mais que nous avions eu de la chance. Il faut croire qu'il avait raison. J'ai attrapé une bouteille de chlore et j'ai demandé à Amine de stopper le véhicule. Je me suis dirigé vers une des poubelles ouvertes et j'ai balancé le téléphone dedans. Pour effacer toute trace, j'ai versé la bouteille de chlore en entier dans la poubelle. Nous avons repris notre route. Jour 62. Nouvelle voiture et scandale dévoilé. Amine est arrivé au café du commerce avec un nouveau véhicule. Il a tout de suite vu mon étonnement et m'a expliqué la situation. Il a fait une reprise de son ancienne voiture. Tout en souriant, il m'a annoncé en avoir tiré un bon prix tellement nous avons nettoyé sa voiture. Le concessionnaire était content de récupérer un véhicule dans un tel état. Me voyant l'esprit ailleurs, mon ami m'a fait une tape sur l'épaule, me signalant qu'il comprenait qu'Archie me manquait, mais elle au moins, elle était vivante, pas Anne. Il avait raison, mais en si peu de temps, je m'étais attaché à cette personne douce et attentionnée. Sa disparition, du jour au lendemain, je vous l'avoue, a été très dure pour moi. Il y avait comme un vide en moi, il me manquait quelque chose, une partie de moi. Mon esprit partait, mes pensées voyageaient. Heureusement qu'Amine me faisait revenir à la réalité. Il était plus terre à terre que moi ces derniers temps, malgré le choc subi par la perte d'Anne. Comme d'habitude, nous avons squatté notre café habituel. Nous regardions toujours la même chaîne d'informations passer en boucle avec, en guest star, notre journaliste. Les médias du monde entier étaient postés devant l'hôpital dans lequel nous nous étions introduits. Tout était remis en question. Comment des personnes avaient-elles réussi à s'introduire dans un hôpital et passer le contrôle de sécurité? Les anciens sont-ils devenus fous? Peut-on faire confiance au personnel médical? Qui est le médecin qui a activement participé au trafic d'organes? Qui est derrière ce trafic? Doit-on demander la permission aux familles avant de prélever les organes des personnes décédées? Toutes ces questions, mais absolument rien sur la loi E70. Aucun média, aucun homme politique n'évoque la suppression du diktat. Personne. Comment faire pour que nous soyons enfin entendus et que cette loi soit enfin remise en question et même supprimée définitivement? Bonus, jour 67. Un pays d'accueil? On s'attendait à tout sauf à cela. Un pays d'Asie du Nord fait la promotion de son accueil de toutes les personnes menacées par la loi E70. Est-ce que ce pays avait de bonnes intentions? Ou souhaitait-il transformer les anciens en esclaves du travail jusqu'à ce que mort s'en suive? Quoi qu'il en soit, le gouvernement de ce pays communiquait énormément sur la bienvenue des futurs E70. Une vidéo de présentation circulait sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions positives de la part des anciens. Devant les médias, les anciens interrogés au micro pensaient que c'était une chance pour eux de trouver un pays d'accueil leur promettant de faire leur fin de vie paisiblement, sans avoir l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais encore, fallait-il savoir à quel prix? Quelle était la contrepartie de la bienveillance de cet État jugé totalitaire, coupé du monde? Dès qu'on touche au portefeuille du retraité, il devient agressif. La preuve, quand cela concerne sa vie, le vieux demande si le prix du voyage ne sera pas trop exorbitant. En ce jour 72, c'était le seul espoir qui s'offrait aux personnes soumises à l'E70. Il fallait quitter le pays pour survivre à cette loi. Tel un pays préparant les Jeux Olympiques, le territoire d'accueil avait lancé un compte à rebours pour finir les constructions permettant d'accueillir les anciens avant l'application de la législation. Attirés par l'appât du gain, certaines compagnies aériennes n'ont pas hésité à proposer la mise en place de vols directs vers le pays asiatique ouvrant ses frontières. Amine me disait être intéressé par cette solution. Au marché, la même réaction de la part des personnes croisées. Elles étaient tentées par cette option. Mais il y a une différence entre dire les choses et passer à l'action. Il y a même un grand fossé. Surtout arrivé à un âge avancé, la fatigue se fait rapidement sentir et beaucoup avaient encore les effets secondaires de la pilule TI dans le sang. Et nombreux étaient ceux influencés par des hommes politiques, des beaux parleurs, des présentateurs télévisés. Si tel artiste disait quelque chose, il fallait le suivre
écoutez ses conseils bienveillants. Par contre, pour LGDV, difficile pour notre organisation de nous faire entendre, sachant que nous faisions des actions concrètes dénonçant des situations nous touchant directement. D'ailleurs, cela faisait longtemps que je n'avais pas rendu visite à Natalia. Il fallait que j'aille à la pêche aux informations. J'hésitais encore à amener Amine avec moi, ou même à lui faire part du retour de mes échanges avec Natalia, car Amine n'hésitait pas à aller vérifier dans la foulée les dires de cette dernière sur le terrain. C'est la fin de l'épisode 8 de ce livre 2. Maintenant qu'Amine a perdu Anne, qu'Archie s'est éloigné de Netzach, ces deux hommes vont-ils se calmer? Ou, au contraire, pensez-vous qu'ils vont réaliser de nouvelles actions LGDV? Est-ce que ce pays d'accueil est une aubaine pour les personnes âgées touchées par la loi E70? Le prochain épisode, l'épisode 9, ira du jour 73, cas isolé, au jour 115, fusillade. Je profite de ce moment pour vous indiquer qu'il existe un autre livre audio illustré sur ma chaîne YouTube Amar B. En attendant vendredi prochain, je vous dis à bientôt.